Place maintenant à notre grand angle. On se retrouve tout de suite. Pour beaucoup d'Européens, l'enjeu de l'Euro de football ne sera pas exclusivement sportif. Il y aura quelque chose en plus, un enjeu politique, identitaire même. Mon équipe, c'est moi. C'est ma nation, même, et ma nation, c'est moi. Alors pourquoi projette-t-on tant sur une équipe nationale? On en parle ce soir avec Jean-Michel De Waal. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde, en direct de Bruxelles. Vous êtes le co-auteur du livre intitulé « Soutenir l'équipe nationale, enjeux politiques et identitaires ». C'est aux éditions Université Bruxelles. Vous êtes d'ailleurs professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Alors, il y a toute une littérature, disons-le, sur les supporters des clubs de football, notamment en Europe, sur leur comportement. Vous avez décidé de livrer une enquête inédite sur le supporterisme, c'est comme ça qu'on dit, des équipes nationales de football. Qu'est-ce qui différencie les deux, au fond ? Mais d'abord, il faut signaler qu'on avait très peu de recherches sur les supporters des équipes nationales et l'investissement d'un supporter n'est pas du tout le même en soutenant son club qu'en soutenant sa nation. D'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes. Il y a des personnes qui ne s'intéressent ou qui ne supportent que le club local, d'autres ne supportent que le club qui représente la nation. Et évidemment, c'est toujours très intéressant dans un moment de mondialisation, de globalisation, de crise de l'Europe, des crises des identités nationales, de voir comment est-ce que le football finalement devient peut-être le dernier lieu où ces identités nationales s'affirment de façon aussi forte. Alors pendant que vous parlez, on voit des supporters belges avec la fanfare. Vous expliquez notamment, c'est une anecdote, comment la fanfare est entrée dans les stades. C'était il y a des dizaines d'années au Brésil. Jean-Michel De Waal, quelle définition donneriez-vous des supporters des clubs, des sélections nationales en tout cas? Qu'est-ce qui est projeté sur ces sélections? C'est pas franchement seulement du patriotisme, c'est pas exclusivement du nationalisme. C'est quoi au juste? Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a évidemment à la fois l'aspect national, patriote, et que l'équipe nationale permet à la nation de se représenter. Il n'y a plus tellement de moments dans nos vies où on peut se sentir français, suisse, sénégalais, parce que ces identités sont évidemment de plus en plus problématiques. Et c'est aussi un investissement qui, à vrai dire, ne coûte pas très cher. Ce n'est pas très compliqué. Il y a une période où pour se sentir un bon patriote, il fallait faire la guerre, il fallait défendre le territoire. Aujourd'hui, vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez aller avec des copains boire un verre et vous sentir profondément belge ou profondément italien. Alors vous l'avez dit, prenons l'exemple de l'Europe. On a le sentiment que en Europe, tout est fait pour atténuer la dimension nationale, avec notamment cette structure qu'est l'Union européenne. Et pourtant, le football, lui, justement, nous offre une sorte, si je puis dire, de grand cirque nationaliste. Oui, alors à la fois il y a cet aspect de grand cirque nationaliste et puis il y a tout de même le fait d'une identité en commun puisque nous avons un championnat européen et que les championnats sont habituellement organisés dans une nation. Le fait d'avoir quelque chose au niveau européen peut aussi aider à renforcer une identité européenne. Mais vous avez évidemment raison, c'est le rappel de toutes les tensions européennes que l'on peut voir à travers la compétition actuelle. D'ailleurs, ce soir, il y aura un Allemagne-Pologne qui sera vécu par la population polonaise, bien entendu, comme autre chose que simplement un match de football. Il y a évidemment toute l'histoire entre les pays qui peut se rejouer là, avec aussi tout de même si on nous a beaucoup parlé à juste titre de la violence, du hooliganisme, du nationalisme, il y a aussi tout de même, pour la majorité des supporters de foot, aujourd'hui, un côté très carnavalesque, très festif à ces événements-là. Donc aussi, on peut se charrier, on peut rigoler, on peut mettre en avant les travers des différents pays. Cela peut aussi avoir un côté unificateur dans le sens de créer une famille où on peut se charrier les uns les autres. Alors on connaissait les ultras dans les clubs de football, c'est le cas en France, à Marseille et à Paris notamment, c'est le cas en Belgique notamment à Anderlecht pour ne citer qu'un club. Ce sont ces supporters qui animent les tribunes, les copes qui sont derrière les buts. On ne savait pas qu'ils existent dans les sélections nationales et vous vous attardez d'ailleurs à la naissance des ultras concernant l'Italie. Qu'en est-il ? Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a ces supporters qui décident d'investir l'équipe nationale de tout leur investissement, de toute leur énergie, de tout leur pouvoir. Et il ne faut pas confondre ces ultras qui animent, lancent les hollas, ont des tifos, avec les hooligans. Je pense qu'on passe un peu rapidement dans la presse entre l'un et l'autre. Et le fait qu'il y ait le hooliganisme
hooliganisme fait craindre les ultras, alors que la majorité des ultras peuvent être totalement non violents. Alors avant de prendre les exemples des sélections belges, françaises et suisses, puisque vous l'évoquez justement, comment analysez-vous ce qu'on a vu le week-end dernier à Marseille avec ces hooligans russes, notamment venus en découdre face aux supporters anglais? Mais je pense que c'est un phénomène qui est bien connu pour les spécialistes des pays du bloc de l'Est. C'est que le hooliganisme en Europe occidentale a été combattu. Des mesures des pouvoirs publics ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes de hooliganisme. Le hooliganisme en Europe occidentale a quitté les grands stades, les grands clubs pour s'installer plutôt dans des petits clubs de division 2-3. En Europe centrale, en Europe post-communiste, c'est pas du tout le cas. Le hooliganisme en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et en Russie est un problème quotidien comme il l'était chez nous il y a 20 ou 30 ans. Qui plus est, voilà, en Russie, le régime joue aussi d'ambiguïté vis-à-vis des hooligans qui peuvent aussi servir de supplétifs pour faire les coups de poing dans des gay pride ou pour mettre de l'ordre quand le régime en a besoin. Donc voilà, pour moi ce n'est pas du tout une surprise, cette extrême violence, cette organisation quasi paramilitaire des hooligans russes est quelque chose qui est connu des spécialistes. Je pense là que les autorités françaises, sans doute à juste titre omnibulées par la lutte contre le terrorisme, ont manqué d'à-propos en ne voyant pas le danger venir. Les hooligans anglais apparaissant d'ailleurs beaucoup plus comme des messieurs de 40-50 ans abreuvés d'alcool, mais pas tellement dangereux en comparaison de l'organisation des hooligans russes. Ah, ça, c'était une parenthèse d'actualité. Jean-Michel Wahl, de soutenir l'équipe nationale de football, soutenir l'équipe nationale de football, enjeux politiques et identitaires. Prenons le cas de la sélection belge, des Diables Rouges. On le sait que la Belgique vit des divisions linguistiques, des divisions également politiques entre francophones et néerlandophones. Comment ça se traduit autour de l'équipe nationale ? Ah, mais écoutez, pour le moment, nous sommes une nation très unie en Belgique autour des Diables Rouges. Il y a même un certain nombre de responsables en Belgique francophone qui espèrent que les Diables Rouges vont sauver le pays. Les Diables Rouges sont investis de cette mission, en tout cas du côté francophone, d'aller le plus loin possible parce que cela aurait la vertu de rendre la Belgique de nouveau sympathique au nord du pays et à la population flamande. Maintenant, cette unité nationale, c'est quand on gagne. Nous avons perdu contre l'Italie et tout de suite, les questions communautaires ressurgissent. Pour moi, évidemment, un des plus beaux emblèmes de ces divisions, c'est l'hymne national belge, qu'il est très très difficile d'entonner avec ferveur, comme les Français peuvent le faire avec la Marseillaise ou les Anglais avec le God Save the Queen, parce que nous parlons deux langues différentes et qu'il est évidemment très difficile de mettre beaucoup de passion en chantant deux langues différentes. Alors, ce que vous venez de dire, Jean-Michel de Wahl, la France l'a vécu en 1998. Certains avaient parlé de récupération politique. On s'en souvient, d'autres avaient parlé justement de moments très plaisants. C'était le fameux Black Blamber. Aujourd'hui, il y a eu récemment la polémique avec Karim Benzema, avec tout ce débat sur le racisme. Comment interprétez-vous cette évolution particulière en France entre la Coupe du Monde 98 et ce qu'on vit aujourd'hui ? D'abord que la Coupe du Monde 98 n'a évidemment pas permis de vérifier tous les beaux mots qui étaient posés à ce moment-là. Ça n'a pas réconcilié la France avec ses banlieues et il faut rappeler qu'à l'élection présidentielle suivante, Jean-Marie Le Pen était au second tour. Donc je pense qu'il y a toujours un surinvestissement on surjoue les significations de ce qui est en train de se jouer dans le sport. Maintenant, la crise des banlieues, la crise identitaire profonde que connaît la France, on l'a déjà vu en Afrique du Sud et elle se rejoue aujourd'hui sur les affaires Benzema et Valbuena, où c'est très très étonnant d'ailleurs que, y compris le président de la République et le Premier ministre interviennent et aient des avis sur faut-il que telle ou telle personne soit sélectionnée ou pas sélectionnée. C'est le genre de choses qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans une démocratie digne de ce nom. Autre cas d'école, et c'est là encore un pays francophone, la Suisse. Il y a toutes ces votations, notamment sur
sur la limitation de l'immigration de masse. Et pourtant, on a le sentiment que lorsqu'il y a une telle compétition, les Suisses font bloc derrière leur équipe. C'était le cas contre l'Albanie, avec d'ailleurs un frère de chaque côté, un joueur suisse et un joueur en sélection albanaise. Oui, c'est tout le paradoxe suisse, hein, c'est toutes ces votations de repli identitaire, et puis l'équipe nationale suisse qui est composée de nombreux joueurs d'origine albanaise, ce qui montre toutes les contradictions que les identités modernes poussent les populations à avoir, parce qu'à la fois vous pouvez sans doute voter pour qu'il y ait moins d'étrangers dans votre pays, et puis soutenir un immigré qui s'est très très bien intégré. C'est toutes les contradictions et toutes les tensions de nos sociétés que l'on voit et que l'équipe nationale suisse nous montre ô combien à analyser aujourd'hui. Alors l'Allemagne joue ce soir, vous l'avez dit, contre la Pologne, et la Mannschaft, comme on l'appelle, c'est son surnom, qui est désormais beaucoup plus métissée que par le passé. En quoi est, selon vous, une métaphore de la vie politique et de l'histoire de l'Allemagne de ces dernières années ? Ce qui se passe dans la société se passe dans le football. Le football est un miroir grossissant de nos sociétés. Le football exagère les grandes tendances de nos sociétés. Et donc, l'Allemagne est devenue multiculturelle. L'Allemagne intègre ses immigrés. Et dès lors, l'équipe nationale allemande est aussi multiculturelle. Vraiment, regardez les sélections nationales, ça vous dira quelque chose sur le pays et sa multiculturalité. Regardez l'équipe nationale polonaise de ce soir, vous verrez 11, 15, 20 Polonais. Quand vous voyez l'équipe nationale allemande, vous voyez des fils d'immigrés. Mais cela veut évidemment dire quelque chose sur l'état du pays et sur la multiculturalité des sociétés. Soutenir l'équipe nationale de football, enjeux politiques et identitaires. Merci beaucoup Jean-Michel De Waal, un livre donc co-édité avec Frédéric Louot, édition de l'Université de Bruxelles. Merci pour votre éclairage sur le football. Merci à vous.